Bon midi, bon mardi tout le monde. Bienvenue à On Jase. Et comme à l'habitude, on porte notre masque parce que c'est important de porter notre masque. C'est important de se protéger, mais surtout de protéger les autres en ces temps de pandémie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On salue les gens à la télé sur RDS, RDS Info, sur le web également, rds.ca, sur Facebook Live et YouTube. Et mon chum Martin Lemay qui est là. Salut mon Martin! Salut Yann, écoute, bien content d'être là et tu sais que hier j'ai comme eu des problèmes avec le soleil, je viens de déménager, alors j'ai mis des cadres pour que tu puisses pas voir mes plugs électriques parce qu'on m'en a parlé. Puis si jamais le soleil vient trop fort pendant le show, mon Yann, je me suis arrangé pour que je sois capable de te voir pareil. Ah, c'est correct. Parce que déjà, le soleil commence à... Le soleil commence déjà à te plomber sur le côté du visage. Hier, à la fin du show, c'était spectaculaire. On avait l'impression que tu étais à Cuba là, à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu moins ensoleillé. Là. Ça devrait être moins pire. Achète-toi des rideaux. Je te dis... Oui, ça s'en vient. Ils sont commandés. J'en ai installé un hier, mais celui qui est arrivé dans la salle de bain, c'est important là, pour prendre sa douche. Puis aujourd'hui, c'était un soleil nuage, je te dirais, à Mirabel Beach. Mais il faisait fret à matin. Le masque, tu dis que c'est pour le COVID. Moi, je te dirais, c'est parce que c'était pas chaud. Nous autres, on a eu bien de la neige hier. Fait que tout est recouvert de blanc ici. Fait que, étant donné qu'on est écouté à travers bien plus que juste la région de Montréal, mais à travers la province et même à l'extérieur également, salutations à tout le monde. Puis aujourd'hui, Yann, je vais saluer, puis tu sais, ils doivent travailler présentement, mais c'est pas grave, quand ils vont nous écouter en balado, ils vont comprendre ce que je veux dire. Je vais saluer tout le corps étudiant scolaire qui nous écoute. Je suis encore allé à l'école à ma fille aujourd'hui la reconduire. Puis, tu sais, il y a un autobus qui est en retard, puis les surveillants attendent l'autobus, puis là, il faut que les enfants rentrent un par un, le purel, le ci, le ça. Merci. Vous faites a hell of a job, puis on vous dira jamais assez merci. Au contraire, je présume qu'il y avait des parents qui doivent chialer sur toutes les mesures qui sont mises. Fait que moi, je vais prendre 30 secondes pour vous dire bravo et merci. Et les militaires aussi, j'ai mon papy. Je sais que le tien s'en vient. Ben oui. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Écoute, j'en ai cherché partout. Tu sais, habituellement, là, dans les journées qui précèdent le 1er novembre, il y en a toujours partout disponibles dans les magasins, épiceries, dans les banques et tout ça. Là, il n'y en a pas nulle part, évidemment, c'est à cause de la pandémie. Donc, je suis à la recherche active de mon coquelicot, mais sachez que c'est parce que j'en ai pas, sinon je le porterais avec fierté, c'est certain, mais je vais l'avoir éventuellement. Hey, gros show aujourd'hui, les gens peuvent nous écrire encore une fois. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions sur Facebook, rds.ca. On va lire vos commentaires, on va poser vos questions à nos intervenants. On a deux intervenants de qualité comme à chaque jour et aujourd'hui, on a des coachs qui sont avec nous. Guy Boucher sera là un peu plus tard, mais à tout seigneur, tout honneur, on commence avec notre ami Gaston Terrien qui fait son entrée avec nous. Salut Gaston! Oh! Hey, salut messieurs. Là, vous avez eu 1 minute chacun. Là. Je la veux moi aussi. Ce n'est pas les manchettes de l'antichambre, mais c'est presque ça dans votre cas. Vas-y. Premièrement, Martin Lemay, là, je peux comprendre que tu n'as pas de rideau, mais tu pourrais toujours bien taquer un drap et on ne le verra pas. Fait que tu aurais moins de lumière. Ça, c'est la première des choses. Là. Le système D, débrouille-toi. L'autre chose, très fier, Martin, tu es un coquelicot, c'est fantastique. Mais peux-tu le mettre au moins à ton collet? On ne le voit pas. Ça te donne quoi d'avoir un coquelicot branché dans le nombril? Ça ne donne absolument rien. La dernière chose, je vais à mon ami de Sorel-Tracy. Je peux pas me le mettre dans la face, Gas? Après le collet, Baptiste, on le verra au moins, ton collet, là, ici. En tout cas, c'est pas grave, c'est juste une remarque. Ils sont gratuites à matin. Maintenant, Sorel-Tracy, écoute-moi bien, Yannick. Là, moi, je le sais pourquoi tu n'en as pas de coquelicot, cocorico, là. Parce que, tu sais, quand tu vois ça, les gens apportent, là, comme au IGA ou au métro, que j'ai pris les 2 miens. Moi, j'en ai 2, là. J'en ai un après moi, puis au Colibri, je n'ai acheté 2. J'ai donné 10 $. Et toi, là, t'as un peu les mains comme une grenouille, je pense. Ça va pas dans tes poches. C'est pour ça que t'en as pas. C'est incroyable. Hey, j'en ai cherché partout. J'en ai cherché partout. Puis s'il y en a qui en ont, ils peuvent ben, allez, je suis allé partout, j'en ai pas vu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fin de semaine, c'était ma mission, mais j'ai échoué ma mission. Mais je suis en pensée avec vous, les gars. En tout cas, toi, on voit que tu es dangereusement en forme, mon Gaston. Martin n'a pas de rideau, mais toi, tu es équipé en store et en tu sais, comme les genres de paravent, là. T'es quasiment dans un cubicule. Ouais, on dirait qu'il est dans l'isoloir. C'est exactement ça que j'ai pensé. Regarde la lumière. Donc, Gaston, là, il fait tout, mais il fait bien, il fait pas à moitié. Puis il n'est pas cheap. Il met des vrais stars. Il met des rideaux, il met des stars. Il pourrait mettre un drap, mais il ne met pas. Arrête, c'est même pas toi, c'est Nathalie.
C'est ta femme. Ouais, c'est ça l'affaire. Dans la vie, mon président en Europe m'avait dit, Gaston, tu sais quoi la force d'un bon président de hockey? Je dis non, c'est quoi? Il dit, c'est de se trouver des bons bras droits. Vas-y, puis organise-toi avec l'équipe. Hey, les gars, je sais que ça sort de notre champ d'expertise, mais quand même aujourd'hui, puis peut-être on peut en parler comme genre 20-25 secondes. C'est une grosse journée pour nos voisins américains. Élection américaine. Tu sais, ici, on a la chance de vivre dans un pays qui est relativement beaucoup plus calme que nos voisins. Et je voyais ce matin là, sur les différents réseaux américains, tu sais, on appréhende un peu le résultat de ce soir. Puis ça risque d'avoir un impact également dans le monde du sport. Quoique celle-là, c'est assez tranquille, heureusement. Mais, tu sais, on surveille ça quand même du coin de l'œil. C'est une très, très grosse journée pour les Américains. Je dois simplement en faire mention aujourd'hui. Puis demain, je sais que, puis c'était le lien que je voulais faire, là, demain, on va recevoir David Perron qui sera avec nous. Puis David, actuellement, il est à Saint-Louis. Donc, il est là-bas. On va pouvoir revenir un peu avec lui sur ce qui se passe du côté des États-Unis, là, si les gens se posent la question. Aujourd'hui, on voulait plus ou moins le faire parce que, bon, c'est jour de vote, mais c'est demain qu'on pourra y revenir avec David. Donc, je voulais simplement en glisser un petit mot. Sautons dans le vif du sujet, Gaston. On va commencer avec toi. Ce matin, on se parlait pour parler un peu de nos sujets de ta chronique d'aujourd'hui. Puis tu me parlais déjà du retour au jeu. On parle de plus en plus de février, peut-être même janvier. Tu as eu l'occasion de jaser avec quelques joueurs actifs dans la Ligue nationale à qui tu as posé la question. On s'attend à un retour. On ne connaît pas le format. On ne sait pas de quelle façon ça va se passer encore pour nous, mais même les joueurs ne le savent pas. Il y a plusieurs options qui sont sur la table. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est selon toi, les joueurs devront s'ajuster et il y aura beaucoup d'ajustements à faire en début de saison. Oui. Est-ce que, Martin, tu as levé la main? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux attendre 30 secondes. Martin Lemay, est-ce que tu veux parler? Non, ça va être trop long. Je m'en suis rendu compte. J'ai rebaissé ma main, Madame la professeure. Parfait. Tu vois comment je suis un bon enseignant. Mais non, tu as raison. Moi, j'ai croisé puis j'ai parlé à des joueurs de la Ligue nationale, puis c'est vrai. Il y a deux, trois choses qui fatiguent un peu les joueurs. Bon, le retour au jeu à chaque semaine ou même à tous les jours au quotidien, on change de date. Nous, on entend début janvier, on entend début février. Les joueurs entendent des choses aussi. Est-ce qu'ils vont être dans une bulle ou pas bulle? Mais il reste qu'il y a une préparation. Puis moi, je ne suis pas trop inquiet pour la préparation physique parce que les gars, ils font très attention à leur physique. Tu sais, quand ils vont passer les tests, là, comme Shea Weber fait là, sur le bench press le plus fort, les push-ups, les ci, les ça, je ne suis pas inquiet de ça. Je pense que tout le monde va prendre un soin jaloux d'arriver en pleine forme. Ce qui m'inquiète, puis c'est ce qu'on me dit, les joueurs me disent tous, c'est que la plupart des équipes, il y en a certaines plus longues que d'autres, ont eu un long repos. Prenez les Sénateurs d'Ottawa, c'est pratiquement une saison, un an qu'ils n'ont pas joué. Et là, on s'inquiète un peu de la forme physique de l'Atlas. La forme physique de l'Atlas, c'est la fraction de seconde, des situations d'un 1 contre 1, des situations qu'on doit agir rapidement. On l'a vu quand on est revenu de la pandémie, il y a des équipes qui en arrachaient. On créait beaucoup de revirements. Il y avait un échec avant sur les défenseurs soutenus, très actifs. Ce que ça donnait, c'est qu'on perdait la rondelle, on hésitait, la passe manquait un peu de précision. Et ça a donné des fois des matchs assez bizarres, des matchs où on ne s'attendait pas à avoir autant d'erreurs. Mais il reste que la Ligue nationale, c'est une Ligue nationale de jeunes. Donc, les jeunes, ça va prendre peut-être un certain temps. Est-ce que ça va être entre 5 et 10 matchs pour s'adapter puis se remettre dans des patins de joueurs de hockey du mois de janvier ou février, lorsque ça va commencer, ça va être difficile. Et une saison écourtée, vous savez très bien qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que chaque défaite peut nous coûter une place dans les séries. Et dans le moment, les séries, on sait que tout le monde veut y participer. Oui, c'est clair, mais là, en tout cas, je pense que ce serait utopique de penser que ça va revenir au 1er janvier, cette saison de hockey-là. On s'enligne peut-être plus vers fin janvier, début février. Mais est-ce que la Ligue nationale de hockey, puis c'est la question qu'il faut se demander, est-elle prête à commencer avec peu ou pas de personnes dans les estrades? Tu sais, hier, on a parlé d'une division canadienne, etc. Les joueurs vont devoir faire des concessions parce que les revenus ne seront pas là, mais on s'est entendu sur un cap salarial qui sera solide. Donc, si les joueurs perdent de l'argent, ce sera via, mettons, on va jouer un calendrier de 68 matchs au lieu de 82, ce sera au prorata. Fait que les joueurs devront faire des compromis là-dessus, mais est-ce que la Ligue et les joueurs sont prêts à perdre de l'argent? Bien, Martin, pour répondre à ta question, je pense que la date, comme tu le dis, à chaque jour, ça change. Moi, je serais très surpris qu'il y ait plus de 50 matchs si on commence à partir, mettons, du 15 janvier, fin janvier, début février. Il faut quand même qu'ils soient capables
d'avoir un certain repos. On sait qu'on peut avoir 4 matchs dans une semaine. On peut jouer, comme dirait notre ami Claude Julien, des matchs dos à dos. Là. Vous savez, mardi, mercredi, jeudi. Mais il reste que c'est très risqué pour les blessures, la fatigue. Je pense que dans le cas de la Ligue nationale, de jouer avec des gens dans les gradins, c'est primordial. Mais est-ce qu'on serait prêt à faire un X sur une saison complète de la Ligue nationale et dire on ne joue pas? Je pense qu'on va tout faire pour protéger les joueurs, les partisans, les officiels, tout le monde. Mais il reste que la Ligue nationale, en fin de compte, va vouloir avoir un certain championnat ou une certaine ligue pour 2020, 2021, peut-être même 2021, 2022. Je ne le sais pas. Mais il reste qu'être une saison complète sans jouer, pour moi, pour la Ligue nationale, on ferait tout un pas de reculons. Puis la question qu'on doit se poser aussi, c'est même si on décide, je sais pas, là, on s'en va dans le temps un peu vers l'avant, là, mais admettons là, qu'on permet au Canada, là, je vais parler du Canada, qu'on permet qu'il y ait un certain nombre de spectateurs. Mettons, je sais pas, c'est 4000 spectateurs par amphithéâtre, puis que là, au Centre Bell, on peut accueillir 4000 personnes. La question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que les gens vont acheter des billets? Tu sais, on est confronté à une pandémie, à une décision familiale où que chacun essaie de faire attention pour se protéger sa bulle familiale. Tu sais, là, déjà, les jeunes avec l'école, on s'expose. Là, nous, on est chanceux, on est en télétravail, mais il y a des gens qui ne peuvent pas être en télétravail, dans les usines et tout ça. Ils s'exposent. Mais là, de dire, ouais, je vais acheter 2 billets de hockey, moi, à 250 $, 500 $, je vais aller au Centre Bell à soir, je vais aller voir un match de hockey, puis je vais me mettre peut-être à risque. Parce qu'eux, il va y avoir des contacts, ça va être... C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. C'est pas un automatique en disant « Ouais, OK, il peut y avoir 4-5 000 spectateurs, puis ils vont vendre... » Moi, je suis pas sûr qu'ils vont vendre les billets aussi facilement que ça dans certains marchés. Peut-être qu'à Montréal, ça va être plus facile, mais il y a des marchés que ça risque d'être plus compliqué. Je suis pas inquiète. 4-5 000, je suis pas inquiète que ça va être sale compte dans ce 4-5 000-là. À savoir si c'est la bonne chose à faire, ça, c'est une autre question, mais je suis convaincu que ça serait vendu, Gas. Bien, je regarde la situation. On a de la misère quand ils nous donnent la permission d'être 8 ou 10 à la maison. On a de la misère à ne pas avoir une distance là, de 2 mètres parce que, excuse-moi, puis là, on devient nerveux. Moi, je marche beaucoup. Vous savez que je marche beaucoup le matin. Je rencontre quelqu'un sur le trottoir. Je portais pratiquement à changer de côté de rue. On est rendu qu'on a une certaine nervosité. On a peur de tout. Et j'ai eu des nouvelles de la Suisse. J'ai des bons contacts en Suisse. Et là, vous savez qu'en Suisse, ils ont commencé le championnat. Et puis là, il y avait beaucoup... Ils donnaient à peu près entre 1000 et 2000 personnes. Je n'ai pas le nombre exact par match. Et dernièrement, ils ont dit, c'est terminé. Là, on va jusqu'au 1er décembre. Si au 1er décembre, ça continue à avoir des cas de COVID comme ça, parce que même si la Suisse, c'est un petit pays, ils avaient 8000 cas de COVID par jour. Ça, c'est comme si au Québec, là, on annonçait là, à peu près 25-30 000 cas de COVID à tous les jours. On en annonce 1000, puis on est très déçus. On n'est pas fâchés, mais on est déçus de la situation parce qu'on n'en veut plus. Imaginez-vous les Suisses. Donc, le championnat suisse là, est pratiquement arrêté. Il y a 6 ou 7 équipes qui ne jouent plus parce qu'ils ont des cas de COVID. Les autres jouent, puis là, ils ont dit, écoutez, le 1er décembre, là, si ça ne fonctionne plus, c'est les patinoires vides, on va jouer à huis clos, c'est terminé. Ils avaient donné la liberté à certaines personnes, c'est-à-dire un nombre de personnes, mais quand tu ne respectes pas les consignes de 2 mètres, de te laver les mains, de faire attention, de porter un masque, à un moment donné, dans l'euphorie d'un match, il y a un peu de boisson, il y a un peu de tout, puis là, ça devient, là, je suis dans sa bulle, je le connais. Donc, on est plus permissif. Mais moi, je vois mal comment la Ligue nationale pourrait commencer, s'il y a encore un doute, messieurs, avec cette fameuse pandémie-là. Si on pouvait commencer en disant, OK, on donne la permission, vu que c'est des amphithéâtres avec une grosse capacité, 4 ou 5 000. À la fin du match, là, l'équipe qui va gagner, ils vont tous se faire des gros bisous. Puis là, ça va être encore un bordel qui va recommencer, puis on va être obligé d'arrêter la Ligue nationale. OK. Hey, les gars, je prends à balle, je sors de ce qu'on avait prévu. Vous avez vu cette signature d'Anthony Mantha un peu plus tôt aujourd'hui par les Red Wings de Détroit, un contrat de 4 ans. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, qu'est-ce que vous pensez de cette signature de Mantha à 5,7 millions, pour les gens qui ne le savent pas, là. 4 ans, 5,7 millions pour Anthony Mantha. Puis je ne veux pas voler la question à personne, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de réagir à cette signature-là d'Anthony Mantha. Jonathan en est un de ceux-là. Mais je vais prendre une question chienne et vicieuse qui a été posée. Préférez-vous avoir Anthony Mantha 4 ans, 5,7 millions, ou vous auriez préféré avoir Josh Anderson, 7 ans,
5,5 millions. Ben moi, je vais répondre à ta question, Martin. C'est très logique. Non, mais je vais te donner la parole après, Yannick. Premièrement, c'est félicitations aux Red Wings de Détroit. Ils ont un bon contrat. Parce qu'Anthony Mantha, il ne faut pas oublier, là, c'est un marqueur. S'il n'est pas blessé là, de 30-35 buts, c'est un marqueur. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui va devant le filet. C'est un gars de la ligne bleue au filet. Il est très dangereux. Très, très bon lancer. Un poison sur l'avantage numérique. Mais 4 ans, pour moi, 4 ans, c'est parfait. S'il avait donné, et lui, il avait le droit jusqu'à 8 ans. 8 ans, là, je me serais posé des questions. Donc, pour répondre à ta question, j'aurais peut-être aimé mieux avoir un Anthony Mantha à 4 ans qu'un Josh Anderson à 7 ans. Mais il reste qu'il aurait peut-être fallu aussi faire une transaction avec Détroit ou, je ne sais pas, une offre hostile ou quoi que ce soit parce qu'ils n'auraient pas laissé Mantha libre comme le vent pour le Canadien. Sauf que pour moi, le contrat de Mantha est meilleur que celui d'Anderson parce qu'il est plus court. Puis en plus de ça, pour moi, Mantha est un meilleur marqueur que Josh Anderson. Puis il reste que le Canadien se cherchait des marqueurs. Maintenant, est-ce qu'on l'aurait aimé? Il y a des matchs qu'on l'aurait détesté, puis d'autres matchs qu'on l'aurait aimé. Il y a des matchs qu'on aurait perdu 4-3, puis il aurait marqué 2 buts. Puis il y a des matchs qu'on aurait gagné 2-1, puis il aurait eu la première étoile sans marquer un but. C'est comme ça avec un marqueur. Mais c'est un risque. Mais Martin, pour répondre à ta question, Yannick, je te laisse la parole. Moi, j'aime mieux le contrat de Mantha. Mais oui, là, tu me dis que tu aimes mieux le contrat de Mantha. Je m'excuse, Yann. Tu dis que tu aimes mieux le contrat de Mantha, mais Marc Roberge, la façon qu'il a posé la question sur notre page On Jase, il a posé la question comme ça. Mantha, parce que c'est le même argent à peu près, là. Mantha ou Anderson? Parlez-moi pas du contrat. Le joueur. Je viens de te le dire. Mantha, je viens de te le dire. Dans tous les sens du mot. Le contrat, le joueur, le fait qu'il est marqueur, c'est Mantha. 4 ans, pour moi, là, c'est un contrat idéal. Oublie le joueur, pour moi, Mantha est un meilleur marqueur qu'Anderson. En tout cas, il l'a prouvé. J'ai hâte de voir les prochaines années, mais les antécédents, c'est Mantha. Moi, Gaston, je suis d'accord avec toi. Là. C'est sûr que moi, c'est Mantha. J'ai toujours aimé ce gars-là. Je l'ai toujours trouvé... c'est un grand bonhomme, il est habile, c'est incroyable. Mais à Montréal, on tombe vite en amour avec nos joueurs. Puis là, je regarde les commentaires sur Facebook. Tu vois, j'en ai deux qui viennent d'arriver rapidement. Là. Olivier Da Silva qui répond à la question. Anderson demain matin. Il y a Frédéric Rouleau. Anderson hors de tout doute. Nick Grenon, Josh Anderson est meilleur, plus physique, power forward, ce que Mantha n'est pas. C'est vrai qu'Anderson est sûrement plus physique, mais Mantha, moi, je trouve qu'il y a plus de mains. Là. Il y a un talent naturel supérieur à Anderson. Mais la question se pose. Si tu ne parles pas d'argent et tu ne parles pas de contrat, moi, je choisis Mantha. Mais de toute façon... Le Canadien n'avait pas ce choix-là. Et Mantha appartenait aux Red Wings. Là. Comme Gaston a dit, ça prend une transaction, ça prend quelque chose. Oui, c'est 2 joueurs différents. Là. Tu en as un qui patine, qui, on espère, va continuer à frapper malgré ses blessures aux épaules, puis qui peut jouer en désavantage numérique, puis qui pourrait peut-être te marquer en 15 et 20 buts. Mais tu le payes quand même 5,7 si ma mémoire est bonne. Tandis que tu as Mantha qui a des mains, qui patine bien, mais c'est pas Joe, il va donner des mises en échec, puis pas sûr que tu joues en désavantage numérique à ce moment-ci dans sa carrière. Fait que c'est complètement 2 joueurs différents, même s'ils ont un format à peu près pareil. T'sais. Oui, tout à fait. Mais je vais te poser la question, Martin. Vas-y, Gas. Pour jouer en désavantage numérique, là, pour jouer en désavantage numérique, là, on en a découvert. Là. On a découvert Armia, on a découvert Paul Barron. Jouer en désavantage numérique, si tu t'appliques, c'est quelque chose qui est faisable pour à peu près n'importe qui. S'il dit, OK, là, moi, là, si vous me donnez 20 millions, puis que pendant 10 matchs, je ne fais pas marquer un but en désavantage numérique, je vais travailler. Mais marquer des buts, ça ne se monte pas. Et Mantha, c'est un marqueur de but. Brendan Gallagher, Toffoli et Armia peuvent jouer en désavantage numérique. Brendan Gallagher peut jouer en avantage numérique, Toffoli en avantage numérique. Mais si j'avais à choisir entre Toffoli, Gallagher et puis Mantha en avantage numérique, ce serait Mantha. Si j'avais à choisir Mantha pour aller se positionner devant le but entre Gallagher et Mantha, je ne vous dis pas qu'il va y aller ou qu'il y va. Je vous dis si j'avais le choix. Par son physique, Mantha. Puis il reste que Mantha, c'est un Québécois. Oui, Yannick, on s'emballe énormément. Et Anderson, on s'est emballé beaucoup. Toffoli, on s'est emballé beaucoup. Gallagher, on s'emballe avec raison. Mais là, dans le moment, pour moi, Anderson, c'est un 3e ailier droit à Montréal. Si Mantha avait été à Montréal, il aurait été le premier ailier droit à Montréal. OK. Ben, Mantha ou Gallagher?
Bien là, parce que Gallagher, ça fait X nombre d'années, plus de 8 ans qu'il est à Montréal. Je garde Gallagher, c'est mon caractère, mon âme, mon guerrier, mon futur capitaine si jamais Weber prend sa retraite ou qu'on l'échange, on ne l'échangera pas. Mais pour moi, c'est un capitaine. Manta, c'est pas un capitaine, mais c'est un marqueur de but. Et qu'est-ce qu'on cherche à Montréal? C'est des marqueurs. On a 3 bons deuxième trio, mais on n'a personne qui peut dire, bien moi, si je me changer demain, là, je m'en vais sur le premier trio ailleurs. Pas sûr qu'on en a une tonne à Montréal, à part Suzuki à venir. Mais Manta, avec un gars comme Suzuki, tu sais pas. Je voulais juste être sûr. Téléphone sonne, c'est Eisenman, Manta 1 pour Gallagher, tu dis non merci, tu raccroches. C'est ça que tu viens de me dire. Oui. OK. Oui. Yann? Parce que pour moi, là, des gars de caractère, il en pleut pas. Moi, avant de raccrocher, j'y penserais, par exemple. Je dirais juste... Je dirais, écoute, Steve, donne-moi 24 heures, je vais penser à ça, puis je vais te rappeler. Je trouve que tu raccroches vite, Gaston. Non, je raccroche pas vite, mais je perds pas mon âme, je perds pas mon identité, puis je perds pas le guerrier qui va se lever dans le vestiaire et va dire, les gars, c'est en avant qu'il faut aller. Placez-vous en arrière de moi, vous allez voir, je vais ouvrir les portes. Manta, ce qui peut faire ça, dans le rôle de Gallagher, N-O-N. Bien, l'autre option, c'est qu'on attend 4 ans. Dans 4 ans, on va chercher Manta comme joueur autonome, puis on échange Anderson, il va rester 3 ans de contrat. Je vous dis ça comme ça. Pas sûr que dans 4 ans, Manta va avoir prouvé qu'il est capable de marquer des buts, puis qu'il va en marquer encore beaucoup, mais ça, je l'aime beaucoup. Fait on va clore la discussion sur Manta. OK. Avant d'aller au prochain sujet, simplement mentionner qu'on s'en va à la pause publicitaire du côté de la télé, mais on poursuit sur le RDS.ca et sur Facebook pour nos autres sujets. On enchaîne donc avec notre prochain sujet, Gaston, puis on sera de retour à la télé dans quelques instants. Hier, j'ai vu Manon Rayon, ma l'antichambre, qui parlait des duos de gardiens de but. C'était son sujet, en fait. Ça m'a amené à la réflexion. Elle a fait son top 5, puis c'est correct, ça appartient à tout le monde. Chacun y va avec son propre top 5 des bons duos de gardiens. On dit que le duo de gardiens sera très important au cours de la prochaine saison, parce qu'il y aura beaucoup de matchs, 2 matchs en 2 soirs. Elle plaçait le duo Price-Allen top 3 en 3e position. Je pense que pour la première position, personne ne va s'obstiner. Vegas, Robin Lehner et Marc-André Fleury. Elle a placé le duo de Columbus, Korpisalo, Melznikis en 2e place, Price Island. Mais je ne veux pas débattre de son classement à elle. Ce que je veux faire, je pose la question aux deux. 4 et 5, elle avait placé 4e Dallas, Hudobin et Bishop, et 5e les jeunes des Rangers, Georgiev et Shesterkin. C'est ça. Ça, c'était son top 5. Mais tu sais, il y en a d'autres. On peut en nommer d'autres. Il y en a plein d'autres duos. Ma question, je vous la pose aux deux, les boys. L'importance d'un bon duo de gardiens de but dans la prochaine saison. Je vais vous entendre là-dessus. Et Carey Price, Jake Allen, font-ils partie du top 3 des meilleurs gardiens? Parce qu'il y en a d'autres des bons. Puis il y en a qui sont vraiment dans le chenoute. Je veux vous entendre là-dessus. Vas-y, Martin. Martin, réveille-toi. Écoute, il y a tellement d'équipes. Washington avec Samsonov et on est allé chercher King Henrik comme second. Tampa Bay avec Curtis McElhinney comme 2e. McElhinney que le Canadien a tenté d'aller obtenir pour avoir... Puis c'est un gars, c'est pas un ancien premier gardien ou un gars qui aimerait ça encore être premier. C'est un gars qui connaît son rôle. Ça leur fait un excellent duo avec Vasilevski. Les Islanders, on a oublié les Islanders parce que du côté des Islanders, si on a trippé sur Shesterkin avec les Rangers, attachez vos trucs. Sorokin n'était pas supposé venir en Amérique du Nord et on a réussi à le convaincre. S'il n'est pas aussi bon que Shesterkin, il sera meilleur que Shesterkin. Donc, automatiquement, va prendre la pole pour, avec les Islanders devant Varlamov. Les Flyers, on a Elliott comme second derrière le jeune Hart qui est exceptionnel. On oublie que du côté des Sharks de San Jose, on tasse un peu Martin Jones qui était le numéro 1 en titre, puis rentrer Dominic. Donc, est-ce que le duo Jones-Dominic peut rentrer là-dedans? Et à Vancouver, on a Holtby. Et on a vu ce que Thatcher-Temco peut faire. Donc, j'ai sorti toutes les équipes, selon moi, qui étaient les meilleures équipes avec un duo de gardiens de but. Vegas, premier, je pense que c'est unanime. Columbus, je ne les mettrais pas là. Peut-être que Gaz va être d'accord. Ils l'ont fait une saison. Fais-le au moins 2 ans de suite avant que je commence à te mettre parmi les meilleurs. Dallas, la santé de Bishop, ça, c'est un gros... est-ce que
écoute, le Canadien, d'après moi, oui, est top 3 en raison, premièrement, de Carey Price. Mais vas-y, Gas, je vais essayer de me concocter un top 3 ou un top 5. OK. Moi, je regarde la situation des gardiens de but. Quand je regarde du côté de Vegas, c'est certain que pour moi, Marc-André Fleury, tu sais, Yannick, comment les deux, on l'aime beaucoup. Moi, c'est un numéro 1. Puis là, il y a eu Robin Lehner qui est arrivé. Bien, là, ça l'a poussé un peu. Puis ça avait fait un peu la même chose à Pittsburgh. Ils ont décidé d'échanger Marc-André Fleury. Puis aujourd'hui, ils pleurent des larmes de sang parce que Fleury n'est plus là. Moi, je pense que Marc-André Fleury est capable encore pour une saison ou deux de démontrer. Moi, je calcule que Carey Price, c'est le meilleur gardien de but au monde pour moi. S'il y avait une défensive comme Tampa Bay ou l'offensive de Tampa Bay, il passait moins de temps dans sa zone avec moins de lancers de qualité. Mais Marc-André Fleury est une coche en bas de Carey Price. Parce que j'ai tellement vu Carey Price faire des arrêts exceptionnels, puis sauver le Canadien, puis donner des points de classement. Et je sais que Marc-André le fait, mais pour moi, Marc-André Fleury puis Vasilevski, pour moi, ça se ressemble. Dans les bonnes années de Marc-André, là, il était vraiment dominant, puis j'aime son côté spectaculaire. Donc, à Montréal, pour moi, si tu es le meilleur au monde, tu es déjà avantagé. Sauf qu'il faut que tu trouves un gardien de but, puis dans une pandémie, Yannick, tu l'as dit, il faut absolument qu'on trouve un gardien de but qui est capable de prendre la relève au moins une fois par semaine. Sinon, à un moment donné, ton gardien de but va venir essouffler. Même si Price le fait dernièrement dans les dernières séries, lorsque le Canadien est entré contre Pittsburgh puis contre Philadelphie, il a prouvé qu'il était capable, mais il faut lui donner du repos. Puis il n'y a pas le physique pour faire des matchs à tous les soirs, comme Martin Brodeur le fait si souvent. Donc, il fallait trouver un numéro 2. On est allé chercher Jake Allen, qui, moi, je pense, a été numéro 1 longtemps, a fait des miracles. S'il lui donne ce qu'on pense qu'il peut nous donner, je te dirais que Manon Rhéaume, elle les a bien situés. Peut-être que même elle a été un petit peu très dure. J'aurais peut-être dit dans les 2 meilleurs duos. Qu'elle les a mis 3e, c'est excellent pour ma part. Mais l'importance d'avoir 2 gardiens de but, c'est le fait que s'il y a une blessure. Carey Price se blesse, on annonce qu'il est pour 10 matchs, qu'il ne peut pas jouer. Jake Allen est là. Je suis persuadé que s'il veut, il est capable de prouver qu'il appartient encore à l'élite de la Ligue nationale, c'est-à-dire des numéros 1. Il va être capable de prendre la relève. Même chose avec toutes les équipes que tu as nommées dans les 5 premiers. Ils ont un numéro 2 de haut niveau. Moi, je pense qu'on a un numéro 2 très bon. Est-ce qu'il est de haut niveau? Pour ma part, de ce que j'ai vu de lui avec les Blues de Saint-Louis, il est très bon. De haut niveau, là, c'est qu'à un moment donné, Lehner se blesse, Marc-André Fleury embarque. Pour moi, les yeux fermés, ils peuvent gagner le match facile. Est-ce que ça va être la même chose avec le Canadien quand Price n'est pas là? J'ai l'impression qu'on va avoir confiance à Jake Allen, mais il n'y aura peut-être pas autant d'arrêts aussi spectaculaires, puis aussi d'arrêts qui vont Allen est un moins bon gardien que la lacune des défenseurs. Pardon? Allen, c'est un moins bon gardien que Marc-André Fleury, ça, c'est certain. Non, mais Price étant est un donné meilleur que moi, gardien je pense, que Martin, Lehner. C'est ça. Oui, exactement. Mais Price, pour moi, est meilleur gardien de but que Marc-André Fleury. Là. Et pour moi, Price a prouvé. Moi, si j'avais à jouer un 7e match en Ligue nationale, puis ça me prend un gardien de but actif, c'est Carey Price. Je ne prends pas Vasilevski, je prends Carey Price. Parce que je sais que lui, il va me donner 100% de lui-même sans aucune restriction. En tout cas, il y a des équipes moi, je pense qui adoptent. Attends, Martin, juste avant que tu me donnes ton top 3 là, ou ton top 5, il y a des équipes qui adoptent cette philosophie-là. Là, le Canadien est arrivé là-dedans. Mais il y a des équipes qui sont vraiment dans le chenoute si on pense que le duo de gardien de but peut faire une énorme différence la saison prochaine. Tu sais, vite comme ça, là, Buffalo, là, Hutton et Hallmark, c'est ordinaire. Anaheim, ils ont John Gibson, ça arrête là. Floride, ils ont Bobrovsky. Le reste, c'est des jeunes. Ils ne sont pas établis dans la Ligue nationale. Puis on pourrait en nommer plein d'autres. Au moins Anaheim, Gibson. Chicago, personne. Ouais. Chicago, il n'y a personne là-bas. Chicago, on fait gauler ça, les gobelets. Hey, j'ai un téléphone, c'est François Beauchemin, il est dans l'organisation d'Anaheim. Il dit, Martin Lemay, c'est un gardien, ça, il devrait venir à notre camp. Écoute, il serait dans... un Écoute, très ça, bon c'est gardien, courir après le troupe solide. Bon T'es fin. Ça, c'est courir après le troupe, par exemple. Moi, je pense que c'est Vegas. Les gars, on a oublié une équipe, c'est sûr. C'est Pat qui m'a fait penser à ça. Là. Comment on peut enlever Rask et Halak quand c'est eux autres qui sont le meilleur duo depuis les 2 dernières années? Je l'ai dit à Yannick. Fait que moi, je vais mettre... Je l'ai dit à Yannick. Vegas. Ouais. Bon, Vegas, Boston, Montréal, Tampa et Dallas. C'est des gardiens de but aguerris. Je pense qu'ils vont redonner ça quand même. Ça va être intéressant. En tout cas, puis
Vas-y, Martin, je te laisse enchaîner. En fait, on revient au même moment du côté de la télé, donc on souhaite la bienvenue à nouveau aux gens qui se joignent sur nous via RDS et RDS Info. On est en train de parler, puis on termine la discussion avec Gaston là-dessus. On parlait des bons duos de gardiens. Martin, pour le bénéfice des gens, là, rappelle-nous ton top 3. Gaston, rappelle-nous ton top 3. Je vous rappelle que la question était Carey Price, Jake Allen. Est-ce que c'est dans le top 3 des meilleurs duos de gardiens de la Ligue nationale? Puis on va terminer là-dessus. Martin, Gaston par la suite. Tu es obligé d'y aller en 1 avec Vegas, avec Leonard et Marc-André Fleury, parce que Fleury est un meilleur gardien de but que Halak. Mais comment on ne peut pas mettre Rask et Halak devant n'importe qui d'autre par la suite, parce que c'est eux, depuis 2 ans, qui ont le meilleur duo de gardien de but avec Rask et Halak. Merci à Pat sur notre page de Onjaz qui est venu me le rappeler. C'est une erreur de notre part, les gars. 3, je vais mettre Canadiens, suivi de Tampa et Dallas. Et oui, Gaston, j'ai donné un top 5 parce que j'écoute jamais. Parfait. Vas-y, Gas, à ton tour. Je vais te suivre, Martin. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Vegas, pour moi, là, c'est vraiment un bon duo de gardiens de but. Moi, je positionnerais Canadien 2e et je positionnerais Boston 3e, Tampa Bay 4e. Et moi, je sais que je pense que vous allez parler à Guy Boucher après moi, non? Oui. Puis c'est un gardien de but, lui, hein? Guy Boucher? Je pense qu'il était... Oui, il a été gardien de but. Non, il était un joueur d'avant. C'était un attaquant ben trop même pour être gardien de but, lui. Non, je t'ai pas dit parce qu'il bloquait des lancers. Mais moi, je mettrais en 5e, là, je mettrais peut-être une équipe qui est en pleine... Puis je pense pas que les Rangers sont capables de le prouver, mais je suis d'accord de dire que les Rangers de New York ont 2 jeunes. Mais quand il faut qu'ils prouvent ça, puis Martin, tu nous as parlé tout à l'heure, il faut que tu sois constant, année après année. Ouais. S'ils le font, ils vont avoir tout un duo de gardiens de but aussi. Ah ben, c'est bien le fun, Gaston. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Puis ta journée de travail est terminée en ce qui nous concerne, mon cher ami. Salut, Gas. Oui. Et Martin, bon mettez-les dans le coup. Salut! Ciao, buddy. Le Macéo, là. Salut, Gaston. Hey, Martin, avant de poursuivre avec Guy Boucher, on prend-tu une petite minute pour saluer des gens, lire des commentaires? Je commence avec Facebook. Je te laisse enchaîner après. Il y a Luc Rioux qui nous a écrit. Là, à propos des gardiens, il y en a plusieurs qui ont réagi. Kevin Constantin, Fleury, Leonard, 1. Price, Allen, 2. Holtby et Demko, 3. Steve Blais, pas sûr que Fleury va être heureux 2e. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais je pense que Marc-André prend une décision familiale. Je pense pas qu'il veut partir de Vegas. Par la suite, il y a Jeannot Chandonnet qui dit « À quel endroit placez-vous Rask et Halak? » Je pense que Martin et Gaston ont répondu là-dessus. Sébastien Coutu-Tardif, attention au duo, et là, évidemment, il rit, au duo à Chicago, Saubon, Dalla, avec plein de bonhommes sourires. On en a parlé ça aussi, là, les Blackhawks, c'est vraiment une situation inusitée. Il y a Félix Lemieux également. Pensez-vous que Matt Murray va être étincelant avec les Sens? En tout cas, il va avoir de la rondelle en masse du côté de Murray. Je te laisse aller maintenant avec RDS.ca. Oui, salutations encore une fois à nos réguliers. Pat, j'en ai parlé tantôt, qui m'a rappelé Boston, Olivier, qui est là également, Steve Gaétan, qui disait qu'il n'était pas d'accord pour Price et Allen. Pour lui, c'est les meilleurs. Ensuite, c'est Boston, Vegas, Rangers et Washington. Rangers, Washington, les Islanders, les Flyers, tous ces gars-là, je les ai enlevés en raison de la jeunesse de leur gardien de but, qui ne l'ont pas fait encore comme Sorokin, ou que je demande à ce qu'il le fasse une 2e fois. Exemple, Elvis, que pourtant j'étais un fan de lui là, pendant toute la saison. Les gens qui nous suivent sur Onjaz depuis longtemps le savent. Même chose pour Demko, je veux qu'il le refasse à Vancouver. Donc, Jean-Luc Pigeon, il dit « Pour moi, le duo est sous-estimé, celui de Demko et Holtby avec Vancouver. » Jonathan Audet, salutations. Je suis curieux d'avoir l'avis de Martin aussi. C'est un gardien de but. Oui, j'ai déjà été gardien de but, Jonathan. Donc, je le disais tantôt, là, ça prendrait des gars qui vont pouvoir répéter l'exploit. Laurent Saint-Pierre, un autre régulier de Onjaz qui est là également. Donc, un beau merci de continuer de nous suivre. Mais il y en a déjà qui réclament notre prochain invité, Yann. Eh oui. Mais oui, puis il est là, il est prêt. On s'en va retrouver le coach Guy Boucher qui se joint à nous et à la discussion. Salut, mon Guy! Salut, Carl. Faites le tour de la maison. Oh! Quand je vous ai vu. Oh non, c'est pas vrai. J'étais habitué de me faire donner tout le temps par les gars de l'équipe. Il y en a partout. Fait que là, j'en ai tout le temps. Puis là, dans la maison, c'est la même chose. Là,
où est-ce qu'ils sont? Puis là, je courais partout dans la maison, puis je n'ai trouvé un. Fait que c'est ça. Fait que je peux me présenter devant tout le monde parce que j'ai tellement de respect pour les gens, justement, qui ont été obligés de sacrifier leur vie puis tout ce qui vient avec ça là, dans le passé, qui fait qu'aujourd'hui, on bénéficie de tout ce qu'on a. Alors, c'est clair que je voulais respecter ça. Alors, j'étais chanceux d'en trouver un. Hey, Guy, prends une seconde le temps que nous, on fasse du remplissage. Présentement, tu nous parles à travers ton ordi. C'est pas ton micro qui capte ton son. Fait que essaye de rebrancher ton micro ou essaye quelque chose comme ça pendant ce temps-là. Mais moi et Yannick, on va parler de la météo. Hey, il fait beau, il y a Mirabel, Yannick. Non. Il fait non, là, on ne l'entend pas du tout. Non, mais il y a eu un beau tapis blanc. Moi aussi, dans mon coin, c'est en train de fondre, mais dans mon coin, un beau petit tapis blanc ce matin. Je pense qu'il y a eu ça dans bien des régions au Québec. Oui, mais je te niaisais, parle-moi pas de la météo. Ben non, je fais exprès, j'embarque. Non. Écoute, je vais rappeler aux gens que vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires. Puis j'en ai, moi, qui m'ont écrit, qui ont dit « Hey, je vous ai attrapé à la télé hier. Comment qu'on fait pour envoyer des questions? » Tu sais, il y a des gens qui sont moins habitués avec les médias sociaux et tout ça. Pour les gens qui nous suivent à la télé sur RDS et RDS Info, c'est pas compliqué. Vous allez soit sur la page Facebook de RDS, de On Jase. Vous pouvez aller également sur rds.ca/On Jase et ça va vous amener directement à un endroit où vous allez vous connecter, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. Puis nous, on reçoit ça instantané, en direct, parce qu'on est en direct entre midi et 13h du lundi au vendredi. Et on peut lire vos commentaires. Puis c'est comme ça qu'on salue les gens puis qu'on prend le temps. Quand vous me voyez la tête baissée comme ça, c'est parce que je suis en train de lire les commentaires des gens qui arrivent comme ça en direct. Puis de ton côté, Martin, c'est la même chose. Toi, tu as la tête penchée par en avant un peu plus. Oui, moi, je suis comme ça parce que la caméra est au-dessus puis mon ordinateur est juste en dessous. Fait que, on va aller rejoindre Guy, voir si ses problèmes de micro sont réglés. Pendant ce temps-là, je vais dire un beau bonjour à Guillaume qui dit j'ai hâte de voir si le duo de Chara et Rask sera aussi bon sans Zdeno Chara. Donc, c'est vrai que le dossier de Chara n'est pas signé, donc ça sera intéressant. Puis Jonathan Audet qui nous écoute de Beauce, il dit c'est 3-4 pouces de neige qui est tombé en Beauce. Fait que, tu vois, on n'est pas super nous autres dans nos Sorel Beach puis Mirabel Beach. 3-4 pouces de neige, aïe. Mais ça va fondre, là, il annonce beau là, dans les prochains jours, il annonce chaud, il annonce du 15 degrés à Montréal. Oui, tant mieux. Guy, es-tu prêt, là? Non, je pense que Guy n'est pas là. Pas dû dire de changer son micro, hein? Là, on l'a perdu complètement. Ouais. Ben, il va revenir, écoute, il va revenir. Puis, tout le temps à lui. Peut-être... Non, mais sais-tu quoi, Martin? Hier, puis on se parlait avant l'émission, tu sais, hier, à un moment donné, on jasait la mode des vieux coachs qui revient de plus en plus. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Moi, je vais lui parler de ça. Lui, c'est pas un vieux coach, là. Visiblement, c'est un jeune entraîneur encore, quoi qu'il a quand même pas mal d'expérience dans la Ligue nationale. Mais j'ai hâte d'avoir l'opinion de Guy là-dessus. Fait que s'il nous entend, il va pouvoir se préparer un peu concernant le retour des anciens coachs qui semblent revenir à la mode dans la Ligue nationale de hockey. Oui, absolument. Puis j'ai hâte de voir. C'est-tu un vieux ou c'est un jeune d'après toi, lui? Moi, je pense que c'est un jeune. C'est un jeune avec beaucoup d'expérience. Tu sais, c'est le genre de gars que tu peux aller chercher. Mais non, c'est pas un vieux. C'est un vieux. Toi, tu dis que c'est un vieux. Mais non. C'est un vieux schnock. Tu peux bien dire ça. Il n'est pas là, anyway. Il est là. Il doit t'entendre. Il doit être content de t'entendre dire ça. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi, Martin. Hey, Guy! Oui! Là, on t'entend bien, mon Guy. Ouais, je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit pendant qu'on établissait la connexion. C'était pas le premier sujet. On va venir à l'autre sujet après, mais je veux te lancer là-dessus. Parce qu'on a eu un petit débat, Martin et moi. Hier, à l'émission, on a parlé que c'est Éric Bélanger qui parlait de ça, que la tendance revenait dans la Ligue nationale aux vieux coachs, aux gars qui ont roulé leur boss un peu partout. Tu sais, gars, Lindy Ruff qui est revenu et tout ça. Puis il y en a d'autres, on parle de La Violette et tout ça. Rick Bowness. Puis là... Rick Bowness à Dallas, exactement. Puis moi, je disais que toi, tu n'étais pas un vieux coach. Tu étais un jeune coach, cependant, avec beaucoup d'expérience. Puis Martin lui dit que tu étais un vieux schnock. Un vieux schnock. Ben, c'est sûr. Je vais être franc. Moi, je me trouve dans une belle situation. J'étais chanceux. J'ai commencé à 38 ans. Puis ça fait déjà 2 jobs dans le national que je fais. Donc, c'est certain que je suis privilégié dans ce sens-là. Ça veut dire que j'ai la jeunesse, puis j'ai l'expérience. Fait que c'est sûr que je suis dans une bonne position par rapport à qui je suis, puis comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai vécu, c'est certain. Puis ça fait 25 ans que je coach. Alors, c'est sûr que, excuse-moi, 24.
Et puis, c'est sûr que je regarde en arrière, puis je vois toute l'expérience. C'est clair que je suis très content d'avoir fait ça. Mais moi, ma réponse à ça est toujours la même. C'est pas une question de mode. C'est pas vrai. Il y a une question de circonstance. En ce moment, premièrement, pourquoi est-ce que c'est bonus? C'est parce que l'entraîneur qui était là s'est fait mettre dehors pour les raisons qu'on connaît et il s'est rendu en finale. Sinon, est-ce que ce serait lui? Non, fort probablement que ce serait le même entraîneur qui n'est pas un entraîneur très âgé. Donc, ça, c'est une circonstancielle. Combien d'années est-ce qu'on lui a donné? Ça, c'est l'autre question. Ensuite, pour moi, c'est bien plus une question, c'est qui le gérant? C'est pas une question de mode. Ouais. Alors, c'est toujours le gérant qui a l'affinité avec l'entraîneur, qui soit par sa philosophie, soit par son expérience, soit parce qu'ils se connaissent. Mais c'est surtout un entraîneur engagé par sa capacité de s'adapter. Alors, que ce soit un entraîneur de 65 ans, comme Rick Bowness, qu'on connaît à avoir une grande capacité à s'adapter parce qu'il s'est adapté à différents milieux, il a déménagé partout, on l'a engagé partout, il est un assistant qui a eu tel rôle, tel autre rôle à un autre moment donné. Alors, c'est beaucoup plus une question d'adaptation. C'est la même chose avec un jeune. Si tu peux avoir un jeune de 35 ans qui ne s'adapte pas, donc, ça ne pourra pas être un jeune qui va être capable d'accéder à la Ligue nationale. La Ligue nationale, là, c'est est-ce que tu es capable de t'adapter rapidement à ce que tu as devant toi, autant au type de joueur qu'à tes circonstances, que ton marché. Alors, ce qui fait aussi à la période de développement de ton équipe. Alors, tu peux avoir une équipe qui est en début de progression par rapport, donc en reconstruction. Tu peux avoir une équipe qui est en transition, tu peux avoir une équipe qui est à terme. Alors, différents entraîneurs vont être appelés à être engagés. Juste un exemple, j'ai eu différentes entrevues avec différentes équipes. Et puis, il y en a qui m'ont dit, garde, on veut quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça prend quelqu'un qui a une Coupe Stanley. OK, c'est correct. Il y en a d'autres qui m'ont dit, garde, oui, tu as l'expérience absolument requise parce que tu es rendu 2 fois en 2 jobs en 7 matchs en finale de conférence. Puis honnêtement, quand je regarde ça, tu dis, ça arrive pas souvent. Ça arrive très, très rarement que quelqu'un a réussi à faire ça. Fait que, ça dépend de la perspective de l'individu, mais c'est toujours par rapport à l'opinion du gérant. Si c'est un gérant qui est plus vieux, va peut-être vouloir un plus jeune pour se rapprocher de la génération, pour être capable de s'adapter lui-même et de comprendre. Puis ça peut être le contraire. Tu peux avoir un gérant qui est jeune et il va vouloir l'expérience d'un plus vieux par rapport à l'expérience qu'il a eue, ce qui est peut-être une lacune pour lui. Alors, c'est pas une question de mode, c'est une question d'exigence du moment et des circonstances. Oui, mais tu sais, exemple, Holland, qui est un plus vieux, on peut toujours s'attendre à ce qu'il prenne un vétéran. Exemple, l'entraîneur qui est allé chercher avec cette saison pour les Oilers, qui est allé chercher dans le passé, Tippett. Mais si tu prends un vétéran comme avec les Prédateurs de Nashville, un directeur gérant qui a 100 ans, qui a bâti les Capitals au début des années 80 puis qui est encore en poste cette année avec les Prédateurs de Nashville, David Poile, lui a toujours pris un jeune vétéran, un jeune entraîneur avec Barry Trotz, et après ça, il a essayé un vétéran avec la Violette, et là, il a pris un virage plus jeune avec Heinz. Ouais. Oui, mais je pense pas que c'est une question de virage. Je pense que c'était quelqu'un qui le connaissait à cause de pas juste de leur affinité, mais de leur expérience commune en tandem avec l'équipe États-Unis, donc le programme USA, ce qui a fait en sorte qu'il a été apprécié par cet entraîneur-là. Il s'est probablement pas dit « Ah là, c'est là que je trouve qu'on est simpliste. Ah là, on va se trouver un jeune. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il l'a connu, il l'a vu aller. Les gens qui le côtoient, qui l'ont côtoyé, comme par exemple Ray Shero, qui est aussi avec Hockey États-Unis. Même chose avec la Violette. Alors, ces gens-là se sont côtoyés. Tu sais, quand j'ai eu la job à Tampa, je connaissais nullement Steve Yzerman. Alors, il ne s'est pas dit « j'engage un jeune » parce qu'il y avait d'autres candidats qui étaient plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience que moi. J'ai eu la job à l'entrevue. Il serait le premier à vous le dire. Et la chose qui Julien, étais-tu déjà là ou c'est toi? Tu étais là avant Julien ou Julien était là avant toi? Non, j'étais là avant Julien, avant Julien Brisebois. Oh, oui, Julien n'était pas là du tout. Okay, Julien est arrivé après. Même que dans ce temps-là, Steve m'avait demandé ce que je pensais de Julien. Même chose avec Al Murray à ce moment-là. Évidemment, je les ai vantés long comme le bras, puis j'espérais tellement qu'il les engage. Mais la manière que ça fonctionne, c'est que tu rencontres les individus.
Et tu vois ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est évident. Là. Tu regardes leur feuille de route et tout ça, avec des longues entrevues. On parle des entrevues qui durent de 5 à 8 heures. Là. Alors, tu finis par connaître l'individu, évidemment. Ben oui, mais c'est ça, les nationales. OK? Bon. 5 à 8 heures? Ben oui. Faites-tu 2 jours, quoi? Ou... Non, c'est directement. Là, je veux dire, celle d'Ottawa a duré 8h15. Celle de Tampa, ma première avec Tampa avait duré 5h30. Puis avec les autres équipes, je ne veux pas les mentionner. Yann, mais ça facile à savoir, ça. On est supposé de faire des 20 minutes avec lui, puis on fait des 45 minutes. non, mais il faut que tu comprennes. Écoute, pour moi, je l'ai déjà compté. Attends, j'ai là. déjà compté l'anecdote. Attends une seconde, j'ai déjà compté l'anecdote, mais il faut que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Moi, là, je suis déjà allé chez Guy Boucher un moment donné avec des chums. Je pense qu'on était, au total, avec Guy, on était 6. Puis à 2 h du matin, on était toujours assis à la même table. Il restait juste Guy puis moi qui étaient réveillés puis qui se dessinaient des powerplays sur sa table parce que sa table de cuisine, c'est une patinoire, Yannick, avec des marqueurs, des crayons au feutre. Fait que là, tu manges un sandwich en te dessinant un powerplay. Et les 4 autres, trop gênés pour dire « je suis tanné, je m'en vais me coucher », il est 2 h du matin, les 4 autres sont de même sur la chaise. En train de dormir, puis nous autres, mon gars, on continue à se faire aller le mange-patate. Fait que si tu penses qu'un meeting avec Guy va durer moins de 8 heures, be my guest. Non, mais la vérité, c'est que c'est commun à tout le monde. Là. C'est parce qu'il faut comprendre. C'est des jobs où il y a des millions en jeu. Là. Je veux dire, il y a tellement en jeu. Le gérant joue sa job avec qui il engage. Et puis, le propriétaire joue gros, là. Alors, tu n'interviews pas un gars pendant 2 heures de temps. 2 heures au hockey, c'est rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas juste à démontrer ce qui t'es. Tu as démontré ce en quoi tu crois. Tu as démontré qu'est-ce que tu penses de l'équipe. Alors, juste déferler ton opinion sur chaque joueur de l'équipe, qu'est-ce que tu ferais avec l'équipe. Écoute, tu en as pour des heures. Après ça, on va commencer à discuter des prospects de la Ligue américaine. Des gars ils vont savoir si tu connais les joueurs repêchés. Puis après ça, c'est pas tout seul, habituellement, en entrevue. Tu as 4-5 personnes qui sont là à te driller à leur façon. Donc, c'est très, très dynamique, c'est très long. Hey Guy, j'ai une question, là, puis c'est je sais qu'on a plein de sujets, mais c'est souvent de même, ça part, puis là, ça m'amène d'autres questions. Je veux pas que tu me nommes de nom, de ville, de ligue, peu importe, OK, mais j'ai pas une question. Au cours de toute ta carrière, tu as passé plein d'entrevues, tu as eu plein de rencontres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'à un moment donné, tu es dans une rencontre, tu passes une entrevue, puis dans ta tête, à toi, tu fais comme... Non, je ne viendrai pas travailler ici. Ça ne clique pas soit avec le GM ou ça ne clique pas avec l'organisation dans quelle direction on s'en va. Ou que dans ta tête, tu te dis non, moi, je ne signerai pas ici. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou à chaque fois, tu étais vraiment sur la même longueur d'onde puis tu savais que ça pouvait être un bon match? J'ai jamais accepté un endroit où je pensais que je n'étais pas sur la même longueur d'onde parce que OK. Je sais très bien que quand tu n'es pas sur la même longueur d'onde, c'est juste une question de temps, c'est impossible d'avoir du succès. Alors, moi, j'ai jamais accepté une job pour avoir une job. Quand j'étais dans la Ligue américaine, tu as donné un exemple. Finalement, tu es un petit cul, là. On va dire que tu t'espères un jour que ça va réussir. Et puis, coacher à la nationale, c'est gagner la loterie, là. C'est gagner la 649. Il faut comprendre que la statistique, c'est du moins que 0,000%. Et j'ai refusé. Les salaires sont élevés comme à l'auto. Écoute, tu peux regarder ça comme ça. Écoute, j'ai refusé 5 fois dans le junior en chef avant de dire oui à ma 6e fois. J'ai démissionné de boulot parce que je pensais que je n'avais pas les mêmes valeurs. J'ai refusé ma première job qui m'a été offerte dans la Ligue nationale alors que j'étais dans la Ligue américaine. Et j'ai accepté la 2e, mais ça m'a été offert un 4 ans avec le green light, toute la liberté de faire ce que je voulais et ainsi de suite. J'ai jamais confirmé rien avec personne. Quelle équipe est quoi? Je fais jamais ça. Je garde tout le temps ça secret. Je garde ça. Je suis très respectueux. Oh, come on! Très respectueux envers les gens qui m'interviewent et qui me donnent le temps qu'ils apprécient. Non. Il n'y a personne qui écoute. L'Europe, j'ai fait pareil pour l'Europe aussi. Les endroits où j'ai dit non après des rencontres. Puis cette année, Martin, tu es au courant, mais je t'ai fait promettre de jamais en parler. Le nombre ça a été probablement l'année où j'ai eu le plus d'intérêt pour moi. Et c'est l'année où je ne pouvais pas accepter aucun boulot à cause de ma situation familiale. Et oui, j'ai eu cette année à refuser à plusieurs reprises.
Puis il y en a que c'était à cause de ma famille. Ben oui, il y en a que c'était ma famille. Parce que je veux être là. J'étais certain que je n'allais pas coacher l'année dernière ni cette année. Mais aussi, il y en a là-dedans qui, regarde, je te dirais, au quart de l'entrevue, j'ai continué l'entrevue avec le respect et tout ça, mais je savais que non, c'était pas pour moi. C'est pas pour lever le nez, c'est pas ça. C'est que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais privilégié l'argent, j'ai jamais privilégié le statut. C'est pas ça pour moi. Est-ce que je peux apporter qui je suis pour donner une vraie chance d'avoir du succès? Puis que ce soit à l'école, que ce soit au hockey, que ce soit dans d'autres sphères de la société, j'ai toujours pris mes décisions par rapport aux valeurs. Et par rapport à ma proximité dans ma philosophie avec l'individu qui veut travailler avec moi. Alors, c'est pas une question de lever le nez, c'est pas une question de penser que les gens sont compétents ou non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est est-ce que j'ai une chance de pouvoir avoir du succès dans cet endroit-là. Et si je sens que ça va être... c'est pas clair, qu'il n'y a pas une continuité dans le leadership ou qu'il n'y a pas quelque chose d'uniforme, au moins dans ce qu'on veut faire, de la manière dont on veut le faire, ben, je trouve que ça ne vaut même pas la peine parce que non seulement tu comptes une menterie à l'individu qui t'interpelle et qui veut t'avoir, mais tu commences déjà sur le mauvais pied et je trouve que c'est pas être honnête. Alors oui, garde, en Europe, c'était la même chose avec Berne. Berne m'a offert une extension de 3 ans. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Je respectais beaucoup cet endroit-là. J'adorais travailler avec Sven. Le gérant, on est encore des grands amis. La même chose avec Lars, qui est l'assistant coach. Et en Europe, c'est très facile. Ça arrive très souvent. Les entraîneurs vont dire oui. Tu vas signer la feuille. Mais à un moment donné, quand la Ligue nationale t'appelle, tu pars. Et moi j'ai été honnête. J'ai pas voulu faire ça. Guy, je veux juste t'arrêter. Guy, je veux juste t'arrêter parce qu'on termine à la télé, mais ceux qui veulent nous suivre, allez sur rds.ca et Facebook Live pour poursuivre l'entrevue. Je suis désolé, Guy, je t'ai coupé la parole. C'est juste qu'il fallait faire une sortie pour la télé, mais tu complétais ton point. Là. Ben oui, mais c'est parce que, comme je disais, Berne est extraordinaire de m'offrir ça. Puis la famille, tout ça, mon épouse aurait bien aimé ça rester là-bas. Marsha, évidemment, elle aimait l'Europe. C'est la raison principale on allait là. Puis c'était super pour la famille. Mais on avait un besoin aussi familial de revenir. Et surtout, je voulais pas compter de mentir. Puis je voulais être intègre et je voulais être honnête en disant que, garde, s'il y a une possibilité nationale, pas durant l'année, jamais je partirais durant l'année. C'est arrivé à quelques reprises. J'ai eu des opportunités durant une année pour un calibre plus haut. Puis je suis jamais parti. Parce que je veux être intègre, je veux finir ce que je commence, puis je veux pas mettre les gens qui m'ont engagé, qui ont mis leur confiance en moi dans le trouble. Mais ça me prenait une clause de sortie quand l'année terminait. Et je voulais être honnête parce que s'il y avait une équipe qui était intéressante pour moi, qui voulait m'avoir dans le national et qui était une bonne opportunité pour ma famille, alors je voulais avoir la possibilité de dire oui, ce qui est arrivé aussi. Et je voulais respecter Berne et ces gens-là, et ils ont respecté le fait aussi que j'étais honnête, mais je savais aussi ce que ça voulait dire. Je savais que ça serait une question de quelques semaines avant qu'on décide d'aller avec un autre individu, puis c'est très normal parce qu'eux veulent prévoir à long terme. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Logiquement, Steven va comprendre qu'on ne posera pas sa question par rapport aux Canadiens de Montréal. Mais il te demande, as-tu refusé des jobs en chef ou adjoint cette année? Tu réponds si ça te tente. Olivier qui aimerait ça les deux. Olivier qui aimerait ça te tirer les verres du nez pour que tu me dises c'était qui l'équipe. Fait que moi, je fais juste te dire que ça vient pas de moi, ça vient d'Olivier. Martin Lajoie qui dit il faut que je retourne travailler, mais avec Guy Boucher qui est en ondes, je ne suis pas capable de fermer la page On jase. Mais c'est bon, ça. Je l'aime. C'est bon, ça. C'est bon, on l'aime. Écoute, le sujet Lafrenière, on y reviendra. On se regardera pour une prochaine fois qu'on sera ensemble, Guy. Vendredi. Parce tu reviens vendredi. Tu reviens vendredi? OK. Je voulais que tu me contes une anecdote. Une anecdote. Parce qu'on a parlé des vieux coachs, on a parlé de la Violette hier. Éric Bélanger puis moi, on t'a fait honneur. On t'a fait honneur en parlant de la Violette pour y en donner une bonne, tu sais, parce qu'on a parlé du fameux 1-3-1 qui t'avait exposé, puis après ça, que j'avais été à Ottawa, je pense que c'était le match inaugural contre Nashville, ou contre Philly. Nashville, je pense. Puis il faisait le 1-3-1 avec Nashville. D'ailleurs, si vous allez sur ma page Twitter, ça se trouve encore. Puis là, tu me dis, tu réalises-tu? Puis je pense que quand on n'est pas en ondes, tu m'appelles le gros. Tu me dis, tu réalises-tu le gros
Ouais, mais là, si je battais Pittsburgh... tu t'es rasé, là. Ouais. T'as perdu si je battais 15 Pittsburgh... Ouais, 15 livres de poêle. Si je battais Pittsburgh en deuxième overtime, ça aurait été mon 1-3-1 puis mes Sénateurs contre son 1-3-1 puis Nashville. Ben, écoute, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça aurait été... je pense qu'il y a plusieurs gens qui auraient sauté là-dessus, mais à ce moment-là, les gens ne réalisaient même pas. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est quand quelqu'un part avec quelque chose médiatiquement et puis qu'il n'y a personne qui vérifie, mais on part avec ça puis on dit n'importe quoi. Premièrement, le 1-3-1, c'est la plus grosse ironie de ma vie, dans le sens que, à cause de ça, on m'a vu comme un entraîneur défensif. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que je suis monté dans la Ligue nationale à cause d'absolument le contraire. On me voyait comme un coach, ce qu'on dit en anglais, un run and gun, ça veut dire l'offensive à tout prix. Fait que, tu sais, que ce soit dans le junior, que ce soit dans la Ligue américaine, puis ça, je relis encore des articles quand je montais à Tampa, puis c'était justement le contraire. Tu sais, on me voyait comme l'innovateur à l'offensive, on part tout le monde à l'attaque, les 5 sont rendus, sautent dans le jeu, puis tout ça, puis évidemment, tu as des exagérations dans les deux sens. Mais ce qui était vrai, c'est que oui, j'ai fait mon nom avec l'offensive, autant individuellement avec des joueurs, que ce soit avec Mike Hoffman, que plus personne ne voulait, je pense qu'il y avait 10 buts, puis l'année d'après, on a travaillé avec lui, puis il a fait 52 buts. Un gars comme Riendo, un joueur qui avait fait 28 buts, on l'a emmené chez nous, mais il en a fait 58 l'année d'après. J'ai fait mon nom, puis je suis monté dans les échelons à cause de comment je gère les individus individuellement. Ça, c'est mon atout premier. Et mon deuxième atout, c'est définitivement l'offensive. Hockey Canada m'a engagé 9 fois pour mon offensive, parce qu'eux, ils le savent. C'est pas des gens qui, dans les médias, qui vont sortir du flafla. Fait que, tu sais, c'est là que c'est drôle, parce que là, tout d'un coup, sort une histoire, mais comme t'as raison, tu regardes le film, tu te dis, ben là, on n'attaque pas. Ben non, mais c'est sûr, on est en zone neutre. On n'est même pas en position d'échec avant, on est en zone neutre, en relance. Et toutes les équipes sont pareilles en relance. Tu as juste à prendre n'importe quelle équipe, tu vas te retrouver avec 5 joueurs en zone neutre pendant que l'équipe relance. C'est pas une sortie de zone, c'est une relance. Et quand l'équipe est en train de faire ça, tu peux pas lancer tous tes joueurs parce que tu n'as plus de ligne rouge, tu es prêt avec des échappées. Alors que ce soit un 1-2-2, que ce soit un 1-3-1, que ce soit un 1-1-3, c'est toute la même chose en termes de philosophie. C'est que tu as tes 5 joueurs qui sont là pour défendre ta zone neutre. Et ça date des millénaires. Là, en Europe, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Le 1-2-2, dans la Ligue nationale, c'est comme ça parce qu'on ne parle pas d'un échec avant. Alors, c'est pour ça que je vais fou quand on m'entend parler de mon 1-3-1, échec avant. Je dis, de quoi vous parlez? Ça n'a rien à voir. Et c'est une chose, en plus, qui arrive, c'est une facette de jeu qui arrive à peu près même pas 3 minutes par match. Et puis là, on va définir quelqu'un avec ça. Ce qui était vraiment à définir dans cette époque-là, c'est que eux, qui étaient la meilleure équipe offensive et nous, la pire défensivement, ne voulaient pas attaquer. C'est tout ce qui avait changé de cette journée-là. Alors, les gens pensent qu'on était sortis avec une nouvelle stratégie. On n'avait rien fait de différent, mais rien d'habitude. Et si tu prends Washington ou que tu prends Tampa ou tu prends toutes des équipes offensives et tu regardes ce qu'ils font dans zone neutre durant la relance, c'est exactement la même chose. C'est ton joueur, ce qu'on appelle le steer, le joueur à l'avant, est en position pour amener le jeu d'un côté comme de l'autre. Et les 4 autres joueurs sont entre la ligne rouge et ta ligne bleue pour attendre de voir de quel côté ça va pour pouvoir mettre de la pression. C'est ce qu'on appelle une trappe. Il n'y a aucune équipe professionnelle au monde qui ne joue pas une trappe. Alors, je répète, il n'y a aucune équipe professionnelle au monde, ni junior, ni universitaire, qui ne joue pas une trappe en zone neutre quand c'est une relance de l'adversaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipes qui ont tendance à se replier plus facilement et plus vite quand l'adversaire est en sortie de zone? Oui, vont se replier. Ce n'était pas notre cas. Alors, c'est une question de relance en zone neutre, pas une question de sortie de zone. Et c'est là que, quand on l'explique, les gens font « Ah, je comprends », plutôt que d'entendre quelqu'un qui a voulu faire un fluffer à télévision et que là, on part là-dessus comme si c'était une philosophie différente d'avant. Et c'est pour ça que quand tu regardes la Violette, ça ne m'a même pas surpris. La même année,
il utilisait le 1-3-1 avec l'équipe États-Unis au championnat du monde. Et pendant les 5 années qui ont suivi, il utilisait le 1-3-1. Alors, c'est pour ça que oui, on aurait pu le rencontrer en finale et avec son 1-3-1, mais il ne faut pas penser qu'il y a juste nous autres qui jouons le 1-3-1 et qu'il y a juste lui qui joue le 1-3-1. Puis, premièrement, c'est même pas le même 1-3-1. Moi, j'ai 5 façons de le jouer, puis lui, il en avait 3-4 façons de ce que j'avais vu. Et il y avait au moins la moitié de la ligue qui jouait ça, dont Mike Babcock avec Détroit puis avec Toronto. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça tellement ridicule de faire un plat avec ça et de partir sur cette chire-là, si vous voulez, en bon québécois, alors que c'était quelque chose de très, très commun. Est-ce qu'on le faisait bien? Absolument. Est-ce que les joueurs étaient très disciplinés? Oui, c'est une particularité de mes équipes. Je le sais, tu vas parler aux joueurs. Oui, je suis très, très minutieux. Je suis très perfectionniste. Alors, c'est clair que peu importe si ce soit l'offensive ou la défensive, j'aime bien ça. Mais si tu parles à Martin Raymond, que je connais depuis 30 ans, qui était mon assistant dans la ligne américaine à Tampa et à Ottawa, d'entendre que je suis un coach défensif, écoute, il va bouffer de rire, comme, mettons, Dan Lacroix ou Mark Crawford. Ces gens-là viraient fous parce que je parlais rarement de ça, puis on pratiquait presque jamais ça. Moi, on va en parler sur une vidéo, on va faire en sorte qu'on a des principes défensifs très clairs, puis oui, on va revenir là-dessus. Par contre, sur la glace, 80% de ce qu'on faisait, c'était de l'offensive. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus dur de créer de l'offensive. Et quand tu es discipliné, c'est beaucoup plus facile de défendre. Évidemment, il faut que tu aies les joueurs pour le faire. Mais je faisais ça junior. On a juste à appeler Dominique Ricard. Lui aussi en rit parce qu'il voyait c'est de l'offensive. C'est pour ça que c'est... Oui. L'anecdote part de... On aurait eu une finale Ottawa-San Jose. Si tu avais gagné, c'était Ottawa-San Jose. En deuxième... Ottawa, pas Ottawa-San Jose. Nashville. OK, Nashville, oui. Ottawa-Nashville, avec toi puis La Violette. Oui. Je ne sais pas si tu l'aimes, là, parce que c'est lui quand même qui a exposé au grand monde en demandant à Pronger de ne pas y aller. Mais ça aurait-tu fait des flamèches? Aurais-tu été compétitif avec ce qui te restait à Ottawa? Bien, écoute, il y a deux choses. Un, c'est un très bon entraîneur. Mais, je vais être franc, j'aimais ça affronter ses équipes parce que pourquoi il a essayé quelque chose de différent? C'est parce qu'il avait essayé plusieurs choses avant et il y avait la difficulté contre nos équipes. Alors, c'est sûr que moi, je suis très compétiteur. J'aime ça me mesurer à n'importe qui, au meilleur. Et lui, c'est dans les meilleurs de la Ligue nationale. Alors, j'aurais aimé ça. Mais pas une question d'un 3-1. Ça n'aurait eu rien à voir avec un 3-1. Ça aurait eu à voir avec mon équipe, nos joueurs. Trouver une façon de faire gagner notre équipe, évidemment, pour la Coupe cette année. Alors, je vais être franc, la Violette, je m'en fous complètement. Mais pour revenir à cette époque-là, la vérité, c'est qu'on aurait pu passer Pittsburgh, peut-être même avant ce 7e match-là, mais on était tellement hypothéqués, on était tellement blessés, puis on n'avait pas la profondeur que Nashville avait à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire? Oui, on ne sait jamais. Eux auraient pu avoir d'autres blessés. Ils étaient peut-être plus blessés qu'on pensait. Alors oui, on a toujours une chance. Mais on avait beaucoup. Je me rappelle le dernier match, le 7e match. Écoute, toute la 3e période, toute la première overtime, puis la 2e overtime, on jouait à 8 attaquants. Les joueurs n'étaient plus capables d'avancer. Ouais. Alors, tu sais, puis là, tu peux juste... Oui, puis quand tu finis le match, puis tu apprends que tel joueur était fini pour les séries, tel autre joueur, tu sais, Brassard, il jouait, mais il n'était même plus capable de prendre une mise au jeu. Alors, il n'était plus capable de donner son rendement. Dzingel avait marqué le but égalisateur, mais il n'a pas pu jouer, le reste des périodes supplémentaires parce que son poignet était fini. Donc, il n'aurait pas joué le reste des séries. Et c'était le cas de plusieurs autres joueurs, dont Erik Karlsson. Puis on l'a su plus tard. Ça, c'est un miracle. Je peux même pas croire qu'un gars a joué avec ce qu'il avait. Ça se peut pas. C'est impossible. Écoute, son tendon ne tenait pas. Il n'y avait même plus de tendon. Alors, je veux dire, c'est incroyable. Alors, je vois pas comment lui aurait été capable, puis on le voyait, là. Plus la série avançait contre Pittsburgh, c'est là que nos joueurs n'avaient pas été blessés. Je suis convaincu qu'on passait. Mais ça revient à ce que je dis régulièrement. De passer la 3e ronde, tu peux plus t'attendre à de la chance. Tu dois... Tu sais, la première... Tu as un peu de chance, tu es en santé, tu surprends l'équipe, il y a une équipe qui a de la pression, l'autre en a moins, les gardiens de but jouent bien, tu vas peut-être passer à travers. 2e ronde encore, mais ça fait 2 fois que je me rends en 3e ronde, ça fait 2 fois, les gardiens de but vont faire la différence aussi, mais surtout les blessures. Et donc, c'est la profondeur de qualité, pas juste la profondeur, juste le nombre de joueurs, mais la profondeur de qualité qui fait en sorte que tu vas être capable de passer ta 3e ronde et de gagner la Coupe cette année. Puis c'est là qu'on voit Tampa, pour moi, on réussit à gagner
Oui, il y avait de la qualité. Oui, il y avait des gardiens de but. Mais il y avait tellement de profondeur de qualité que ils ont réussi à passer à travers les équipes qui étaient des bonnes équipes. Et la finale, pour moi, c'était clair. On le voyait. Plus ça allait, il n'était pas question que Dallas gagne à cause de la profondeur de qualité de Tampa et du style de jeu maintenant qui est un petit peu nouveau pour Tampa, qui évidemment, Julien Brisebois a réussi à emmener avec ses échanges. Mais c'est une question de profondeur, de qualité, parce que tes joueurs, ils tombent, sont blessés. Tu sais, on parle de Brassard, il y a eu besoin d'une opération dans l'été. Même chose avec Carlson. Alors, tu sais, c'est pour ça que... MacArthur, c'est Steve qui parle de ça. MacArthur, ben oui, MacArthur était fini. Je veux dire, il a joué au-delà de ce qu'il était capable, puis au-delà de ce que les médecins auraient voulu, parce qu'il n'en parlait pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu perds tout ça, tu peux pas t'en sortir. Est-ce que tu n'étais pas mieux de perdre avec honneur en deuxième période de prolongation en finale de l'Est que d'aller le faire ramasser en 4 matchs en finale de la Coupe? Ouais, écoute, ça, c'est une drôle de question. Si c'est ça qui arrivait, écoute, c'est sûr que, mais tu peux quand même dire pour le reste de ta vie, j'ai été en finale de Coupe Stanley. Là pour l'instant, je peux te dire que j'ai été 2 fois à 2 poils, même pas un poil, un quart de poil de me rendre en finale de Coupe Stanley avec 2 équipes différentes. 7e match de finale à la conférence, mais c'était 2 clubs qui n'étaient pas supposés faire les playoffs. Il faut comprendre aussi que faut être fier de ce qu'on accomplit. Là. Si on regarde les attentes à Tampa, même Steve pensait jamais qu'on faisait les playoffs. Steve voulait commencer sa reconstruction, ce qu'il a fait la 2e année. On n'avait pas le droit de le dire, mais c'était ça. Mais ça l'a retardé un petit peu. Les attentes avaient changé. Mais on n'était même pas supposé faire les séries. Puis on était supposé tout vider pour recommencer la 2e année. Puis là, tout d'un coup, on a créé quelque chose de presque impossible. Alors, tout le monde était fier, y compris moi, de ce qu'on avait accompli. Mais c'était la même chose avec Ottawa. Personne ne nous mettait dans les séries si on regarde les prédictions. Alors, ces 2 équipes qui n'étaient pas supposées faire les séries, où on a réussi à créer de la chimie, où les gérants ont fait aussi certains échanges là, quand venait le temps des échanges pour nous aider avec la profondeur et tout ça, ce qui a fait en sorte qu'on a fait les séries. Et la chimie, puis le travail de tout le monde, évidemment, certainement pas juste moi, mais surtout le travail des joueurs en premier, du staff et de l'équipe et de l'organisation, dans ces 2 organisations-là, fait en sorte qu'on a overachievé, on a fait mieux que ce que nous, on s'attendait, ce que tout le monde s'attendait. Alors, c'est sûr que tu regardes ça, oui, je suis déçu de ne pas m'être rendu dans le final, mais en même temps, si tu m'avais dit que dans ma vie, je coacherais dans le national, je veux dire, je l'aurais pris n'importe quand, comme n'importe qui, puis que 2 organisations différentes, puis que les 2, je me serais rendu aussi loin. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Barry Trotz qui a attendu presque 30 ans pour se rendre en 3e ronde, il faut comprendre que c'est beaucoup plus difficile que les gens pensent. 1, avoir un job national, puis 2, faire les séries maintenant, c'est extrêmement difficile. Et maintenant, pas juste de faire les séries, mais passer une ronde, passer 2 rondes, te rendre tout près de la finale. Écoute, à place de voir ça comme une déception, je n'ai pas le choix de voir ça comme quelque chose d'extrêmement positif dans ma vie qui va m'aider dans mon prochain boulot. Guy, ce que je te dirais, moi, en terminant cette émission-là, c'est qu'il y a un adage qui dit dans la vie « jamais 2 sans 3 ». Donc, dans ton cas, ça va sûrement arriver. Et la prochaine sera la bonne. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Ben, moi, regarde, j'ai toujours pensé comme ça, mais j'ai toujours pensé que la prochaine était la bonne. Puis ça, c'était les 2 dernières fois. Fait que... regarde, mais là, moi, c'est moi qui te le dis, là. Regarde, j'étais bien. Puis moi, pour être extrêmement chanceux. Juste pour faire mon comique, Guy. Puis juste pour faire mon comique, Guy, moi, je pourrais te dire, passer proche, mais c'est juste bon à faire. Oui. Mais tu sais quoi? J'aime mieux. Premièrement, j'ai été très chanceux d'avoir été dans plusieurs équipes gagnantes, là, autant avec l'équipe Canada qu'avec mes équipes à différents niveaux. Donc, je ne peux pas chialer, je ne peux pas me plaindre. Mais je pense que quand tu il faut aussi que tu mettes les choses en perspective. Tu veux gagner, mais des fois, le succès, il faut que tu le définisses d'une autre façon. C'est qu'il y a des fois que c'est pas possible. Et tu regardes, un entraîneur comme Alain Vigneault, il n'a jamais gagné Coupe Stanley encore. Mais c'est un entraîneur hors pair. Il est reconnu. Ben oui, il est un excellent entraîneur. Alors, si tu me dis, est-ce qu'Alain Vigneault est moins bon entraîneur parce qu'il n'a pas gagné la Coupe Stanley? Je te dirais absolument pas. Parce que gagner la Coupe Stanley, tout doit fonctionner. Tout. Tu dois avoir les joueurs,
tu dois avoir le gardien de but, tu dois avoir la profondeur. Et comme Julien Brisebois me textait l'autre jour, tu dois avoir de la chance et tu dois être opportuniste. Tout doit fonctionner. Alors, c'est pas parce que John Cooper n'était pas moins bon l'année dernière quand il s'est fait éliminer en 4 que cette année. Mais qu'est-ce qu'il avait cette année? Il avait des nouveaux joueurs avec l'expérience de l'année dernière et les gars ne sont pas blessés, ce qui fait que tout a fonctionné. Alors, tu sais, il faut mettre les choses en perspective. Puis c'est pour ça que des fois, il faut arrêter de juste définir les gens avec la Coupe Stanley. C'est pas parce que tu n'as pas gagné que tu n'es pas un leader, par exemple. C'est pas parce que tu n'as pas gagné que tu n'es pas un joueur de premier plan. Mais oui, mais c'est ça. Fait que tu peux passer 40 ans de ta vie. Faut que je t'arrête. Non, on continue. Moi, je suis prête, pas... Oui, OK, ben garde, ça. Je te donne 1 minute, mettons 2. Tout le monde te pose la même question. Puis après ça, c'est fini, OK? 2 minutes. Tout le monde veut savoir ces médias. T'as écouté le show au début? Tu t'es connecté au début? Oui. OK. Ouais. Pas de contrat. Tout le monde veut savoir ton opinion. Pas de contrat. Anderson ou Manta, 2 minutes, c'est parti. Bon, ben moi, j'ai écouté ça. J'ai trouvé, premièrement, j'ai adoré Gaston. J'ai trouvé très, très intelligent dans ses interventions. Lui aime Manta. D'autres vont aimer Anderson. Moi, ce que je vous dis, c'est que tu ne peux pas faire cette discussion, avoir cette discussion-là parce qu'elle ne s'applique pas. Voici pourquoi. Parce que les gens vont regarder le salaire de un, vont regarder le nombre d'années, puis vont comparer. Ouais, mais comment ça, lui a ça, puis lui a tel nombre d'années? Mais c'est parce que tu compares des bananes avec des pommes. Manta appartient à Détroit. Et c'est pour ça qu'il y a juste 4 ans et qu'il va avoir un salaire raisonnable, surtout dans la situation du COVID. Tandis que Anderson avait tout le pouvoir du monde et il faut que tu le convainques. Tu dois l'attirer. Ce n'est pas du tout la même évaluation entre un joueur et un autre. Et c'est des joueurs différents. Alors, un joueur va avoir beaucoup de mains, va être un gars qui va plus en finesse. Manta, qui est un gros bonhomme, que j'aime beaucoup parce qu'il a été très bon contre nos équipes, il nous a battus. Mais j'aime aussi Anderson pour d'autres raisons. Parce que Anderson va amener de la drive, va amener de la vitesse, va amener de la grosseur. C'est un gars qui va aller payer le prix dans les endroits difficiles. Alors, lequel est le meilleur? Tu ne peux pas le savoir parce que c'est 2 très bons joueurs de styles complètement différents. Tu ne peux pas comparer la situation de leur contrat. C'est impossible de faire ça parce que si Anderson avait été dans la même situation que Manta, il aurait sûrement eu le même genre de contrat que Manta, mais pour des raisons différentes. Alors, je suis rendu à 27 secondes, et juste pour te fermer la trappe, M. Martin Lemay, je vais finir avant le temps. Et je vais prendre 20 secondes pour dire que j'en reviens pas que tu ris. Parce que quand on s'est parlé ce matin, tu étais en maudit parce que le péché est en bonne santé. Écoute, je sais pas ce qui s'était passé. Quelqu'un avait pissé dans tes cornflakes ou je sais pas quoi, mais c'était le plus marabout que je l'ai vu. Alors, félicitations à Martin Lemay qui a un grand sourire pour son show. Il n'y a pas le choix. Parce que moi, on va le ramener à l'heure. C'est mon alarme. Oui, c'est mon alarme qu'on entend. Yes, hey, Guy, un gros merci. C'était bien le fun. C'était bien le fun. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle vendredi. Ben, merci. Ça fait plaisir, messieurs. À bientôt. Salut, Guy. Hey, Martin, juste en guise de conclusion, je veux simplement rappeler aux gens que demain, nos invités seront David Perron des Blues de Saint-Louis et Mario Tremblay également qui va se joindre à nous demain midi. On sera là à compter de midi, évidemment, sur rds.ca, Facebook, Live, YouTube et à la télé sur RDS et RDS Info. Puis je te laisse terminer en remerciant tous les gens qui ont travaillé très fort derrière la caméra pour vous présenter cette émission de qualité aujourd'hui. Oui, absolument. Puis Mario, ça sera. Bon, il était déjà venu nous jaser à la suite du décès d'Henri Richard, mais ça va être sa 2e présence où il va venir nous conter des anecdotes. Puis tantôt, j'étais obligé de dire Mario, arrête, garde ça pour demain. Fait qu'on va avoir du fun. Puis on va, comme tu l'as dit, on va aller rejoindre David Perron également. Demain. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir encore une fois. Merci, tu l'as dit, merci à l'équipe technique, Yann, mais un gros merci également à tous les gens qui continuent de nous suivre dans nos folies avec le podcast On jase depuis le temps que ça dure. Donc, un gros merci à tous nos réguliers qui sont là. Et Yann, on se rejase demain. Bye bye tout le monde. Salut.